J'ai appris l'ethnologie et au cours de ma formation d'ethnologue, je me suis trouvé en contact avec d'anciens ateliers industriels et avec d'anciens forgerons. J'ignorais tout de la métallurgie et des techniques de la forge et j'avais la mission délicate le matin de recueillir des témoignages d'anciens forgerons et l'après-midi d'accueillir les premiers visiteurs d'une ancienne taillanderie qui était en train de se transformer en monument. Donc voilà, ça a été vraiment le moment formateur de ma carrière, sans que je le sache à ce moment-là, mais qui m'a mis au contact à la fois avec l'architecture, avec les lieux, avec les outils et avec les gens détenteurs de ces savoir-faire. Et l'après-midi même, en tant qu'ignorant pour ainsi dire, j'étais au contact avec les publics, ce qui je crois est une belle image de nos métiers de conservateurs du patrimoine. Quand on choisit cette discipline, c'est parce qu'on aime les gens et qu'on est fasciné par la variété des cultures. Évidemment, c'est ce pluriel des cultures et ces manières d'être humain qui sont la grande question de l'anthropologie et qui nous attirait dans ces métiers à une époque où on ne se souciait pas d'avoir par la suite un métier, mais où on venait aux études par intérêt intellectuel. Alors, je fais partie de ceux qui ont été du côté de la culture matérielle, qui ont été formés à la culture matérielle et qui ont été formés plutôt par les écoles autour de Leroi-Gourhan et donc l'appréhension matérielle concrète d'entrer dans les cultures par des gestes observables, par des comportements observables, plutôt que par les approches autour de la mythologie ou des religions. Donc j'ai été formé dans ce sens par Claude Royer, Hélène Balfet, Christian Bromberger, oui, qui étaient des élèves de Leroi-Gourhan et des lecteurs de Parrain et plutôt de cette formation-là. Et donc soucieuse des réponses concrètes et singulières que les sociétés humaines donnent à des problèmes qui sont universels et qui consistent à se demander comment on habite, comment on bâtit, comment on transforme la matière, comment on échange des biens, comment on échange des femmes, comment on échange des épouses, etc. Alors j'ai été pendant 22 ans conservateur du patrimoine dans des musées du patrimoine industriel et là depuis moins d'un an je suis chercheur à l'inventaire au Conseil régional de Franche-Comté. Pour nous, les objets matériels et même les maisons et même les ateliers et même les usines sont donc des témoins de l'occupation humaine et des usages qu'en font les groupes sociaux. Donc c'est plutôt les aspects sociaux et les aspects de mode d'habiter et de mode de construire plutôt que les formes, seulement les formes, ou plutôt que seulement les techniques constructives qui sont intéressantes en tant qu'elles expriment une culture et qu'elles sont à relier à une totalité qui s'exprime aussi bien dans l'architecture que dans les parures, que dans les outils, que dans les langues, naturellement dans les langues ou dans les traditions orales. Donc c'est cette totalité dynamique qui intéresse l'ethnologie et usines et ateliers, à ce titre, sont un des éléments matériels de la culture. Le mot patrimoine industriel, le concept est évidemment une notion récente et une notion, j'ai envie de dire, heureusement maintenant reconnue et admise universellement, parce que dans l'histoire de l'humanité, la trace de l'usage de la technique est un incontournable à bord de l'homme comme totalité. Donc il est impossible de faire abstraction de la dimension industrielle ou de la dimension artisanale et technique tout au long de l'histoire de l'humanité. Et pendant longtemps, ce sont les témoignages lithiques qui sont notre seul moyen d'investigation sur les premiers hommes, évidemment. Donc c'est a fortiori vrai pour le 19e, le siècle de l'industrie. Et pour notre siècle, enfin pour le XXe siècle, c'est également une évidence de dire qu'il est impossible d'aborder l'histoire urbaine et l'histoire tout simplement en omettant la dimension industrielle ou en la cachant ou en la dissimulant ou en faisant simplement un objet de divertissement ou de loisir dérisoire. Pour nous les ethnologues, c'est tout de même un geste considérable de la République française de rendre hommage de cette manière aux cultures kanaks. Premièrement, ça a sanctionné les accords de Matignon et à cette construction, à la construction et à la reconnaissance de cette culture sont quand même associés des moments durs de la Ve République, des moments violents de la Ve République. Donc c'est emblématique
de cette attention désormais incontournable à la variété des cultures et à la singularité des cultures, y compris celles qui relèvent de la nation française. Et par ailleurs, le geste de Renzo Piano est, je crois, très impressionnant par la compréhension profonde de cette culture et un positionnement qui n'est pas dans la singerie, qui n'est pas dans la parodie, qui n'est pas dans l'imitation, qui ne constitue en rien un pseudo-primitivisme, mais qui est bel et bien une interprétation époustouflante d'intelligence et de clarté de cette architecture traditionnelle. Le mépris dans lequel la culture classique a tenu les techniques a été longtemps et souvent combattu par les philosophes eux-mêmes. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert en est quand même un exemple déjà fort ancien et qui aurait dû en principe être suivi d'une égalité d'accès de ces deux modalités d'être humain par l'application des mains et des outils qui les prolongent pour transformer la matière, et être humain par l'application des concepts qui emponnent la matière à leur manière, symbolique et figurative, pour penser le monde et le réfléchir. Pour autant, en dépit de cet effort des encyclopédistes, on est forcé de constater, bien sûr, que les gens de la technique et la technique sont continuellement dévalorisés dans la hiérarchie de valeurs que toute culture opère à l'intérieur de son idéologie, et qui aujourd'hui encore est évidemment en faveur des arts de la spéculation, des arts de la manipulation des concepts au détriment de la manipulation de la matière, dont d'ailleurs on perd le contact, dont d'ailleurs les métiers même qui auparavant étaient au contact de la matière, les forgerons, les mineurs, tous ces métiers sont en train de perdre, de disparaître peu à peu de nos horizons mentaux en tout cas, sinon de la pratique. Mais l'éloignement de l'affrontement avec la matière est quand même bien aussi une signature de ce XXIe siècle et de cette modernité. Les remplois de bâtiments industriels font naturellement partie de la vie organique d'une ville qui occupe d'une manière absolument neuve des espaces auparavant dévolus au travail. Alors c'est dommageable pour la reconnaissance du travail si ça s'accompagne d'un effacement, d'une euphémisation du monde du travail et du labeur et de la peine et de la souffrance qui sont liées au monde du travail. En revanche, c'est une digestion qui peut être heureuse dans la mesure où c'est un signe qui est maintenu d'une occupation antérieure. Voilà, les villes étant évidemment perpétuellement réinterprétées, réorganisées, réemployées. Il en va des bâtiments industriels comme peut-être des églises un peu plus tard ou de n'importe quel usage qui a perdu sa raison d'être dans l'actualité, mais dont la forme peut accueillir une nouvelle vie, une nouvelle forme de vie, sans que ça soit pour autant une forme d'oubli. Une reconversion réussie serait une manière d'assumer les traces archéologiques qui sont encore en place, mais au service d'une véritable revitalisation qui incorporerait ces traces pour les laisser continuer à signifier. Voilà. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'ancienne usine biscuiterie Lu à Nantes, parce que la politique culturelle de la ville de Nantes, pour l'instant, est un peu un phare, naturellement, est assez exemplaire dans son large spectre. Et le réemploi de cette ancienne usine, qui en tant que monument industriel est déjà extrêmement intéressant, donc l'avoir sauvé, garder cette image dans la ville, c'est déjà une belle démarche. Et par ailleurs, lui redonner une vie absolument nouvelle et faire revenir les gens dans un lieu de création, un lieu voué à la création et à l'accueil d'artistes, ça me semble une belle évocation. Encore que mon cœur d'ethnologue se serre dans la mesure où quand on visite le lieu, on n'a pas beaucoup de vision
sur ce qu'il a été et sur ce que les gens qui ont vécu là ont été. Mais comme on le voit dans le château-musée, c'est une manière tout de même de pouvoir l'appréhender si on en a envie.